Convention fiscale entre la France et Andorre, et si on vous aidait à savoir comment bien lire cette convention fiscale entre la France et Andorre. Notamment si vous souhaitez vous expatrier fiscalement en Andorre ou si vous êtes déjà en Andorre et que vous continuez à percevoir des revenus de source française ou inversement si vous êtes résident fiscal en France avec des revenus de source andorrane. Donc on va détailler tout ça dans la vidéo comme d'habitude, c'est parti. Donc on est parti sur la convention fiscale entre la France et Andorre qui rappelle d'abord certains dispositifs anti-abus. Là on est sur la version consolidée et comme toujours on a les premiers articles introductifs qui vont détailler à qui s'applique la convention fiscale, donc aux résidents d'un État ou des deux États, quels sont les impôts visés, et ensuite nous donner une définition de certains termes qui vont être dans la convention fiscale. Donc sur ces points-là, je ne vais pas plus en détail. Puisque le premier point le plus important, c'est sur la question de résidence fiscale. Puisqu'on voit qu'il y a une définition spécifique avec la réserve au titre de l'assujettissement à l'impôt. Puisque je rappelle encore qu'il faut différencier la qualité de résident fiscal au sens du droit interne dans le pays et résident fiscal au sens de la convention fiscale. Et là, au sens de la convention fiscale, vous serez résident si vous êtes assujetti à l'impôt dans l'État en raison de votre domicile, résidence ou siège de direction, ou lieu d'enregistrement ou tout autre critère de nature analogue. Et également, il y a cette réserve qui est que l'expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de source situés dans cet État. Alors ensuite, si vous êtes résident fiscal de chaque État, donc en France et en Andorre, vous pourrez déterminer votre résidence fiscale unique au sens de l'article 4 alinéa 2 et en voyant qu'il faut d'abord regarder dans quel État vous avez votre foyer d'habitation permanent. Et si vous avez votre foyer d'habitation permanent dans les deux États, on va regarder où est-ce que vous avez votre centre des intérêts vitaux, donc dans lequel vous avez vos liens personnels et économiques les plus étroits. Et si ces conditions ne sont pas suffisantes, on va regarder là où vous allez séjourner de façon habituelle le plus longtemps. On voit également que pour les sociétés, on va regarder le lieu de siège de direction effectif. Et il y a une clause spécifique sur les bénéficiaires apparents pour les empêcher d'être résidents de l'État en cause. Ensuite, il y a un article spécifique sur la question d'établissement stable. Là, on rejoint ce qui existe sur le modèle OCDE avec l'installation fixe d'affaires par laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. On a des exemples sur l'expression d'établissement stable, notamment le siège de direction. C'est une définition classique. Avec également l'exclusion des activités préparatoires et une clause spécifique sur la notion d'agent dépendant, tout en excluant d'établissement stable les agents indépendants qui exercent dans le cadre ordinaire de leur activité, type courtier commissionnaire. Et également, il y a une clause spécifique qui rappelle qu'il n'y a pas forcément un établissement stable lorsque les sociétés se contrôlent entre elles. Ensuite, sur les revenus immobiliers, on a une définition classique qui est l'imposition dans le lieu de situation du bien immobilier. Et le revenu immobilier va se référer à ce qui est défini en règle nationale, donc par rapport à un bien immobilier qui sera qualifié en tant que tel dans le droit andorran ou français. Et on vise toute forme d'exploitation. Et c'est la même chose si le bien est exploité sous forme de société. Ça sera imposition dans le lieu de situation du bien. Ensuite, pour suivre la question d'établissement stable et de détermination du lieu de bénéfice des entreprises, de manière classique, on a une imposition dans l'État où est située l'entreprise, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre État. Et dans ce cas-là, les bénéfices attribuables à l'autre État seront imposables dans cet autre État, à partir du moment où ils seront imputables à un établissement stable. Et ensuite, on a les explications sur la ventilation des bénéfices et des charges. On a un article spécifique sur le transport aérien international et sur les questions d'entreprises associées pour justement permettre l'application des dispositions de lutte contre le transfert indirect de bénéfices et notamment en matière de prix de transfert. Ensuite, une disposition spécifique en matière de dividendes, de manière assez classique, imposition des dividendes dans le lieu de résidence de la société ou du particulier, sauf que le pays de source peut appliquer une retenue à la source, qui sera d'un montant de 5% maximum brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société et que cette société détient au moins 10% du capital de la société qui va payer les dividendes, ou alors ça sera 15% dans les autres cas. Tout en rappelant que si vous êtes une personne physique non résidente qui perçoit des dividendes de source française, le taux de retenue à la source est seulement de 12,8%. On a aussi une définition large de la notion de dividende, avec une partie sur les établissements stables et une partie spécifique sur les véhicules d'investissement. Pour les intérêts, c'est la même chose, imposition dans le lieu de résidence, mais l'État de source peut appliquer une retenue à la source d'un montant maximum de 5%, tout en sachant que en France, il n'y a plus de retenue à la source sur le versement d'intérêts de créances, sauf si c'est versé dans un ETNC, ce qui n'est pas le cas en Andorre. Pareil, on a une définition large de la notion d'intérêt et une partie sur les établissements stables. Et ensuite, une disposition spécifique sur le taux qui peut être appliqué en matière d'intérêt et notamment éviter un transfert indirect de bénéfices. Même chose en matière de redevances, imposition dans le lieu de résidence de celui qui perçoit les redevances, mais possibilité d'appliquer une retenue à la source
lorsque le bénéficiaire effectif est bien résident du pays. Et dans ce cas-là, la retenue à la source ne peut pas excéder 5% du montant brut des redevances. Alors pour les redevances, il faudra se référer à la définition qui est donnée au point 2, puisqu'on voit qu'il y a une disposition spécifique en matière de redevances pour les droits d'auteur, sur lesquels on ne peut pas appliquer de retenue à la source, puisqu'elles ne sont imposables que dans l'état de résidence. Si bien sûr le résident en est bien le bénéficiaire effectif. Donc ce qui veut dire que si vous êtes domicilié en Andorre et que vous percevez des droits d'auteur de source française, la France ne peut pas mettre de retenue à la source. Et vous êtes imposable en Andorre, seulement si vous êtes bien le bénéficiaire effectif de ces redevances de source française. Donc comme je l'ai dit, il y a la définition spécifique de ce qu'on entend comme redevance, avec une définition plus large que ce qu'il y a dans le modèle OCDE, et toujours une partie sur la question d'établissement stable, et une limitation en matière de contrôle du montant des redevances pour éviter un transfert direct de bénéfices. Ensuite, sur la partie gain en capital, donc sur les plus-values, on voit que les gains immobiliers sont imposables dans l'état de source, donc dans l'état où est situé le bien immobilier. Il y a également une partie spécifique sur les gains de société à prépondérance immobilière. Donc on voit lorsque la société est constituée à plus de 50% de valeur au cours des 365 jours qui précèdent l'aliénation de biens immobiliers, on va estimer qu'elle est une société à prépondérance immobilier. Et dans ce cas-là, on aura imposition dans le lieu de situation du bien. Donc en France, si le bien est en France. Et ensuite, si c'est une cession de valeur mobilière, par principe, imposition dans l'état de résidence, sauf si vous détenez une participation substantielle. Donc à chaque fois dans les conventions, il faut regarder qu'est-ce qu'on entend par la question de participation substantielle. Et dans la convention entre France et Andorre, à partir du moment où vous avez droit à plus de 25% des bénéfices dans la société, vous avez une participation dite substantielle au moment de la cession. Et dans ce cas-là, l'imposition revient en France, si vous êtes non résident en Andorre. Donc l'imposition revient dans le pays de situation de la société si vous avez une participation substantielle dans la société. Sinon, c'est imposition dans votre pays de résidence. Et enfin, comme j'ai dit, pour tous les autres gains, c'est imposition dans le lieu de résidence. Ensuite, de manière classique, pour les revenus d'emploi, donc les salaires, on est imposé dans son pays de résidence, sauf si l'emploi est exercé dans l'autre État. Après, il y a toujours des conditions spécifiques lorsque l'emploi est effectué dans l'autre État et de manière temporaire. Ensuite, il y a une disposition spécifique aux jetons de présence qui sont imposables uniquement dans l'État de source. Donc si vous êtes non résident en Andorre et que vous percevez des jetons de présence de source française, il y aura toujours une retenue à la source qui s'appliquera en France et une imposition unique en France. Il y a une disposition aussi spécifique sur les artistes sportifs et mannequins, sur lesquels ils vont être imposables dans le pays d'activité. Donc si vous êtes un artiste, un sportif ou un mannequin établi en Andorre et vous venez exercer votre activité en France, vous serez imposable en France. Et vous voyez qu'on parle bien d'artistes du spectacle, théâtre, cinéma, radio, télévision, musiciens, sportifs, mannequins. Et même chose, s'il y a des prestations qui sont annexes de la prestation principale. Ensuite, il y a une clause spécifique qui rejoint les limitations Rent-A-Star compagnie qui permettent de dire que l'imposition est toujours dans le pays de source d'exercice d'activité, même si les rémunérations sont payées à une société tierce. Et enfin, il y a également une exception pour les activités artistiques qui sont financées en partie par des fonds publics. Dans ce cas-là, l'imposition reste dans le pays de résidence. Ensuite, sur les pensions, c'est régime classique, imposition sur les pensions privées dans le lieu de résidence. Et inversement, si c'est des fonctions publiques, ça sera toujours imposé dans l'état de source. Même chose pour les traitements et salaires. Sauf si vous avez la nationalité de votre état de résidence sans avoir la nationalité de l'état de source, donc de l'état français par exemple si vous êtes résident fiscal en Andorre. Ensuite, il y a une partie sur les étudiants et les stagiaires et une clause classique sur les autres revenus qui sont imposables dans le lieu de résidence lorsqu'ils ne sont pas définis dans d'autres articles. Et bien sûr, si vous êtes le bénéficiaire effectif de ces revenus. Et pareil, il y a une disposition spécifique pour limiter le transfert indirect de bénéfices. Ensuite, l'autre article très important, c'est sur l'élimination des doubles impositions. On voit que pour la France, si vous êtes résident fiscal français, par principe, même si les revenus sont imposables uniquement en Andorre, il faudra les déclarer en France et vous bénéficierez d'un crédit d'impôt qui va être soit égal au crédit d'impôt andorran ou égal au crédit d'impôt français. Donc là, ça va dépendre des revenus, mais on voit que pour le crédit d'impôt égal au montant andorran, vise principalement le gain en capital, revenu d'emploi, dividendes, jetons de présence, mannequin. Pour le reste, c'est du crédit d'impôt égal à l'impôt français si vous êtes résident fiscal français avec des revenus de source Andorre. Et inversement, si vous êtes résident fiscal en Andorre et que vous avez des revenus qui sont également imposables en France, dans ce cas-là, vous aurez le droit à une déduction égale à un montant égal à l'impôt le revenu payé en France, sans que ça puisse excéder l'impôt en Andorre. Donc également, dans cette convention, il faut toujours lire jusqu'au bout la convention fiscale, puisque il y a des dispositions spécifiques de non-discrimination, également une nouvelle procédure amiable dans le cadre de la version consolidée, une partie sur l'échange de renseignements qui renvoie à l'accord qui avait été signé le 22 septembre 2009 et qui dit que cet accord reste applicable.
Donc finalement, on vise l'échange de renseignements qui sont vraisemblablement pertinents pour l'application de la présente convention, et on n'ira pas plus loin que ce qui est spécifié dans cet accord. Et il y a également une partie sur l'article 25 qui traite spécifiquement des montages abusifs et limiter tous les montages qui seront faits dans un but exclusivement fiscal. Il y a également une partie qui veut refuser le bénéfice des avantages de la convention pour les personnes qui ne sont pas le bénéficiaire effectif des revenus. Et enfin, une petite subtilité, mais qui n'est pas encore applicable, puisqu'on rappelle que dans cette convention fiscale, il était inséré la possibilité d'avoir un impôt sur la nationalité et que la France puisse imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d'Andorre, comme si la présente convention n'existait pas. Alors bien sûr, comme il n'y a pas encore de loi sur la nationalité et de fiscalité sur la nationalité en France, cette disposition n'est pas applicable. Mais si un jour il y avait un changement législatif en France, alors finalement la convention fiscale entre la France et Andorre permettrait aux nationaux français de rester imposables en France, même s'ils sont résidents fiscaux en Andorre. Et pour finir, on a les articles sur les diplomates et les consuls et spécificités sur les modalités d'application de la convention, entrée en vigueur, dénonciation. Donc voilà, on a terminé sur la convention fiscale. Il nous reste également à lire le protocole. Comme je vous le dis encore une fois, il faut toujours lire jusqu'à la fin la convention fiscale et les protocoles et échanges de lettres, puisque parfois il peut y avoir des dispositions spécifiques sur l'application de la convention fiscale, et c'est encore le cas pour la convention fiscale entre la France et Andorre, notamment sur ce qu'on entend comme résident en Andorre au titre de l'application de cette règle. Et on voit que finalement, pour être résident au sens de l'article 4.1 de la convention fiscale, pour être résident fiscal en Andorre, il faut être une personne physique qui séjourne sur le territoire andorran plus de 183 jours durant une année civile. Ou alors être une personne physique qui a le centre de ses intérêts économiques ou qui exerce une activité professionnelle à titre principal en Andorre. Ainsi, il ne sera pas présumé comme résident fiscal en Andorre les personnes qui ont seulement la résidence fiscale en Andorre à raison de la nationalité andorrane ou d'un permis de résidence accordé par les autorités andorranes. Il y a également une partie spécifique sur les sociétés d'investissement en matière de dividendes et intérêts. Donc voilà, on a terminé sur la lecture de la convention fiscale entre la France et Andorre. On espère que ça va vous aider et on reste disponible pour échanger avec vous si vous avez des points particuliers de lecture de cette convention. On vous rappelle également qu'on a une formation spécifique sur comment bien lire une convention fiscale et on vous y renvoie si vous voulez vous former en matière de fiscalité internationale. On vous dit encore merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.